Fusil au poing, Likita, soldat. Aussi loin que remontent mes premiers souvenirs d'enfant, ma maman me disait en souriant: Tu sais, Likita, le rôle d'une femme est de bien s'occuper de son mari et d'avoir de beaux enfants avec lui. Cela me paraissait avoir du sens. Puis, au fur et à mesure que je grandissais, je me disais que l'instruction était également importante afin de ne pas dépendre totalement d'un époux et avoir accès à un métier digne de ce nom. Mon pays, au cœur de l'Afrique, est un des plus grands. Ses terres sont fertiles et son sous-sol renferme des minerais précieux. Comme ses voisins, il a subi la colonisation qui a laissé des traces considérables dans la constitution de notre histoire. La traite négrière n'a épargné aucun pays africain et a favorisé la déportation d'une quantité phénoménale de population. C'est aussi, à l'instar de ses relations avec les pays oppresseurs, que se sont tissés des liens de dépendance économique, marquant de façon définitive l'évolution de notre pays en influençant ses choix politiques. Territoire riche en matières premières, il a été le sinistre objet de convoitise, de la part de certains qui l'ont mal dirigé, mais également de celles des pays riches qui ont trouvé, en creusant des richesses d'envergure, qu'ils ont exploitées sous nos regards bienveillants. Si notre continent a fait l'objet d'une première balkanisation de 1884 à 1885, conférence de Berlin, à l'origine de bon nombre de maux, il semblerait que nous assistions à présent à une seconde balkanisation. Celle-ci peut être encore plus redoutable avec des moyens humains, financiers et technologiques bien plus développés. Ma famille est une famille modeste. Mes deux parents travaillent, je ne peux dire que nous soyons riches, non loin de là, mais nous mangeons à notre faim. Quand nous sommes malades, nous avons les moyens financiers pour nous faire soigner à l'hôpital. Il n'y a pas de choses superflues, mais notre vie reste décente. C'est appréciable. La mondialisation a fait arriver des moyens techniques qui ont modifié notre quotidien. C'est vrai que toutes ces choses très sophistiquées sont très attrayantes. Parfois, nous les avions aussi, plus rudimentaires ou traditionnelles, car faites chez nous et de nos propres mains, mais elles existaient bien. Mais voilà, la vie évolue, le monde évolue. Est-ce bien? Comment dit-on? Il faut vivre avec son temps. Dans notre famille, il y a des piliers constitutifs de ce que nous sommes, les préceptes de notre culture, les traditions, la religion et la foi en notre pays. Chaque dimanche, nous allons à la messe remercier le Tout-Puissant de veiller sur notre famille, mais aussi de conserver la paix chez nous. Nous sommes témoins de ce qui se passe aux frontières avoisinantes où les populations sœurs se massacrent sous prétexte de ne pas être de la même ethnie. C'est incroyable ce que l'être humain est capable d'accomplir pour anéantir son égal, établir une sélection raciale basée sur des critères morphologiques. Cela s'est déjà vu sur d'autres continents. Nous savons ce que cela signifie et quelles en sont les conséquences. Le génocide. Dieu ne nous a pas créés pour que nous nous exterminions. Il nous a fait égaux. Les droits de l'homme sont bien censés être internationaux. Et pourtant, certains les interprètent à leur façon, les appliquant sans même réfléchir et surtout sans remords. Alors que la Terre tourne, l'esprit des hommes continue à être bouleversé, comme si ce phénomène de gravitation faisait également bouger leur cerveau pour l'empêcher de réfléchir. Je parle de temps en temps avec mon voisin. Il est parti étudier en France, il connaît beaucoup de choses. Il m'explique l'origine de certains conflits, la cupidité des hommes. Il parle sans discontinuer de sa foi en la démocratie, de toutes ces notions qui font qu'un pays est libre. Mais hélas, le rôle et le choix de nos dirigeants en politique nationale et internationale me semblent bien complexes. Cependant, cela m'intéresse et quand j'écoute la radio, j'en comprends mieux les enjeux. Il m'a offert un livre de Patrice Lumumba qui, lors de son discours devant le roi des Belges en 1960, a signé son arrêt de mort. Arrêté, trahi par ses pairs, l'ancien Premier ministre de notre pays fut assassiné. Sa mort tragique fut orchestrée de Léopoldville, Kinshasa, Bruxelles et Washington.
Souvenez-vous de cette photo qui a fait le tour du monde lors de son transport en voiture juste après son arrestation à Stanleyville, Kisangani, lorsqu'un soldat lui tire les cheveux pour qu'il relève la tête. À ce moment-là, sa mort est proche, mais évitons de penser à tout ce qu'il a pu subir avant, dans des conditions inhumaines que vous devez certainement connaître. Bon nombre de ces hommes ne le sont que par leur nom. Je pense que même les animaux ne sont pas aussi sauvages. Nous savons qu'ils tuent pour survivre ou parce qu'ils ont faim. Chez l'espèce animale, contrairement à la race humaine, il n'y a pas de soif de sang. Un proverbe dit « Nous étions tranquillement assis au soleil à contempler je ne sais quoi. L'homme blanc est arrivé, nous a légèrement poussé et s'est mis à creuser. Savez-vous, je pense qu'il continue à creuser. Nous mettons nos lunettes noires pour ne pas être aveuglés par le soleil, mais également pour éviter de voir. Qui sont les vrais responsables de ce pillage organisé? Nous, eux, cela résume notre passivité. Il est difficile de croire que notre sous-sol regorge de telles richesses et que, pourtant, nous soyons dépendants, nous mourions de faim, dépourvus des moyens matériels les plus basiques. Une grande partie de notre population vit en dessous du seuil de pauvreté internationale dans des conditions de survie innommables. Voilà donc, de façon très brève, quelle est notre vie. Nous nous sommes rebellés contre les colons, mais contre qui devons-nous nous battre à présent? Contre nous-mêmes? L'Afrique est mal partie, mais comment doit-elle repartir? Maman dit avec justesse que la maladie ne connaît ni les riches, ni les pauvres, ni les couleurs de peau. Elle se moque des frontières, des clivages sociaux. Elle frappe lorsqu'elle en a envie. Elle est comme la guerre, elle se répand de la même manière. Depuis quelques jours, nous voyons arriver des hommes, des femmes, des enfants qui, pour survivre, ont fui leur pays. Ils ressemblent à des morts vivants. Depuis combien de temps marchent-ils? La peur, la souffrance sont devenus leur quotidien. L'extermination fait rage. Peuple contre peuple, ils s'éliminent méthodiquement entre frères. Leur chef d'État, avec des sbires, décide de qui a le droit de vivre en fonction de son ethnie, de ses critères physiques, faisant alliance avec des peuples autochtones afin de maintenir l'étendue de leur pouvoir. Des pays étrangers bien intentionnés fournissent des armes, font semblant de s'inquiéter de ce qui se passe chez nous. Ne soyons pas dupes. Pour eux, nous ne sommes que des débouchés économiques. Nous ne savons pas ce que nos chefs d'État négocient dans leurs grands salons climatisés entre deux coupes de champagne venant de France. Je regarde le cœur gros ces gens passer, les yeux vides et hagards. Certains ont à peine mon âge, connaissent déjà les meurtrissures de la guerre, l'odeur du sang, de la mort. Tout cela est tellement terrible pour nous. Nos morts s'accumulent. Parfois, nous n'arrivons même plus à les compter. Des âmes bien pensantes crient au scandale, mais notre continent, avec ses formes généreuses, est très loin de leurs préoccupations quotidiennes. Nous pouvons donc nous entretuer en toute tranquillité. Ils continuent cyniquement à creuser. Ces populations déplacées sont installées au camp Nyoka. Elles vivent dans des conditions précaires, manque d'eau et de nourriture, pendant que les endémies les plus terribles commencent à ravager les plus faibles. N'y a-t-il pas parmi les victimes également des rebelles qui cherchent ici de nouvelles alliances pour continuer à fomenter des complots, maintenir le désordre et finalement trouver sur nos terres un sang neuf pour en faire couler d'autres? Ne sommes-nous pas tous des frères au nom de ce que je nomme l'ethnicité? Ne ferait-il pas de nouveaux émules pour que la guerre retrouve un regain de violence sur le continent africain, favorisant ce travail de vermine? Mon instinct de jeune fille élevée dans la sagesse, habituée à la sérénité, me dit qu'une nouvelle ère est arrivée, mais elle n'annonce pas un augure clément. Il se dit que notre président se sent concerné. Quelle décision prendra-t-il au nom d'accords conclus sans que nous soyons au courant? Et puis, les causes profondes, les connaissons-nous vraiment? Une fois encore, nous, le peuple, nous serons pris en otage entre des partis politiques qui se battent par cupidité à la recherche du pouvoir. Des hommes et des femmes militaires passent dans les quartiers pour recruter, même parmi les plus jeunes.
Ils me l'ont proposé, me garantissant une solde importante. L'armée n'est-elle pas une seconde famille, tout comme notre patrie? De façon régulière, on entend un peu partout dans la ville que des camps de patriotes s'installent à proximité des zones stratégiques, mais également très riches. Des soldats étrangers sont maintenant là. La guerre est en train de gangréner chez nous, décimant comme un feu de paille notre population. Avec une fréquence qui devient hélas quotidienne, des villages brûlent, des gens meurent, hommes, femmes, enfants sont faits prisonniers, martyrisés, violentés. Sont apparus les petits escadrons de la mort, ces enfants soldats qui ont subi des lavages de cerveau et qui sont aussi redoutables que des adultes. Entre deux cigarettes de chanvre qui leur enlèvent peur et respect de l'humain, ils volent, violent et massacrent. Ils sourient de l'horreur qu'ils véhiculent. Victimes, bourreaux, ils ne savent même plus qui ils sont. Des enfants perdus, sans âme, sans peur, pour qui la guerre est devenue un jeu sordide. J'étais en vacances chez ma tante. Quand je suis revenue, notre quartier faisait à présent partie de la nouvelle zone de conflit. Mon père et 2 de mes frères ont été obligés de prendre le maquis. Comme tant d'autres, ils sont partis, laissant les femmes en plein désarroi. Maman et les femmes du voisinage se sont regroupées avec les jeunes enfants. J'ai à peine 16 ans. Je suis en bonne santé. J'ai réussi à trouver au marché parallèle des armes pour nous défendre. Chaque nuit, c'est ce que nous faisons. Nous veillons, la peur au ventre, les mains moites et tremblantes. Il n'est pas une seconde qui s'écoule sans que nous ne craignions que notre porte vole en éclats. Elle s'ouvrira sur des soldats dangereux, capables du pire au nom de leur idéologie ou tout simplement pour montrer leur supériorité. Chaque nuit est un supplice. Nous ne savons même pas si notre vie ne s'arrêtera pas là. L'arrivée du petit jour nous permet de nous reposer, de reprendre des forces et de souffler. À chaque fois, c'est une petite victoire sur la mort. Ce perpétuel recommencement est épuisant. Nous ne savons jamais si nous aurons la chance de voir le jour prochain. La guerre m'a toujours fait horreur, mais là, c'est mon instinct de survie. Je n'ai plus le choix. J'ai peur de cet ennemi, j'ai peur de la mort qui touche tout le monde et menace les miens. J'apprends donc avec d'autres jeunes femmes le maniement des armes, des petits revolvers et des couteaux. Adieu l'insouciance, adieu les livres. Progressivement, mes pagnes colorées font place aux pantalons, plus pratiques pour courir, se battre ou s'échapper. Je pratique des exercices physiques réguliers. Mes cheveux dissimulés sous une casquette me permettent de masquer ma féminité. Je ne me déplace plus sans être armée. Nous sommes toujours regroupés par 5 au minimum pour parer à toute agression. Je ne l'ai pas décidé, c'est la vie qui l'a fait pour moi. Mon nom est à présent Likita, jeune femme soldat.